Au nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang, près d'1 million d'Ouïghours et autres minorités musulmanes du Xinjiang, notamment kazakhs et kirghizes, se retrouvent enfermés dans des camps dits de rééducation ou centres de formation professionnelle, mis en place suite à une politique de Pékin pour lutter contre le terrorisme et le séparatisme. Les Xinjiang Papers, documents internes chinois qui ont été transmis au New York Times en novembre 2019, démontrent la réalité derrière les camps d'internement et les répressions survenant contre les minorités musulmanes dans la région du Xinjiang depuis au moins 4 ans. Un peu plus tard, en novembre 2019, les China Cables, une enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation, révèle le fonctionnement des camps d'internement ouïghours. Rétention arbitraire, conditions de détention extrêmes, autocritique et lavage de cerveau, telles sont les directives internes à l'État-parti chinois révélées par les documents. La moindre affirmation d'identité religieuse musulmane, incluant dans la sphère privée, peut mener à une arrestation et l'internement dans ces camps, séparant de nombreuses familles. Violence, torture, injection de substances inconnues, conditions insalubres, endoctrinement aux fins de détruire l'identité musulmane, telles sont les conditions décrites par les témoins ressortissants de ces camps. Mis à part ces camps d'internement pour les Ouïghours et autres minorités musulmanes, ce système répressif est aussi mis en place dans la région du Xinjiang de différentes façons. Surveillance systématique de la population, détention massive, disparition, travail forcé, stérilisation forcée, destruction du patrimoine culturel ouïghour incluant la destruction de mosquées, ceci est la réalité des Ouïghours de la province du Xinjiang. Considérant les réactions limitées de la communauté internationale, qu'est-ce qui porte entrave à ce qu'il y ait une plus grande dénonciation de ce qui se déroule dans la région du Xinjiang? Tout d'abord, il y a la difficulté d'avoir accès à la région, que ce soit pour les diplomates ou les journalistes. S'ils en ont accès, tout est pratiquement chorégraphié. Monsieur Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en République populaire de Chine, nous souligne bien dans cette entrevue un deuxième enjeu important. La Chine moderne, la Chine de Xi Jinping, c'est une Chine autoritaire et, où on s'attend à ce que vous respectiez ce qu'on vous demande de faire. Puis si vous avez le malheur, l'audace de critiquer ou de discuter de sujets que la Chine estime sensibles, comme le Xinjiang, le Tibet, ce qui se passe à Hong Kong, ce qu'ils font dans la mer de Chine méridionale, on va vous punir. Et donc, on vous force au silence. Ce qui veut dire que pour un pays qui veut critiquer ce qui se passe au Xinjiang, il faut penser comment on fait ça. Parce que si on est seul, on va être puni. Selon M. Guy Saint-Jacques, pour répondre à ce défi, il faut se tourner vers le multilatéralisme. Le Canada, par exemple, doit se concerter avec ses alliés aux fins de développer des positions communes. Il faut utiliser les forums internationaux à cet effet, et c'est ce qui se déroule actuellement au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Par exemple, lors de la 44e session du Conseil, tenue du 30 juin au 17 juillet 2020, 27 pays, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont signé une déclaration commune interpellant la haute commissaire des droits de l'homme Michelle Bachelet et le gouvernement chinois au sujet de la situation des Ouïghours dans la province chinoise et de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Cependant, même le multilatéralisme fait face à des enjeux dans la situation actuelle. En effet, lors de cette même 44e session du Conseil des droits de l'homme cet été, 46 pays ont signé une déclaration commune de soutien à la politique chinoise antiterroriste visant les Ouïghours. Dans cette déclaration, les pays signataires rejettent les accusations de violation des droits de l'homme envers la Chine concernant sa politique dite antiterroriste. M. Guy Saint-Jacques se prononce sur cet enjeu. C'est difficile parce que la Chine est en train de noyauter ces organisations-là en utilisant les pays qu'elle appuie dans le cadre de la grande initiative de Xi Jinping, la ceinture de la route. Et ces pays-là sont inféodés au gouvernement chinois parce qu'ils leur doivent de l'argent. Puis la Chine leur dit, ben écoutez, vous ne pouvez pas nous critiquer. Puis en fait, non seulement vous ne pouvez pas nous critiquer, mais dans ces instances-là, quand les pays occidentaux vont vouloir nous critiquer, vous allez vanter nos mérites. Et puis on voit ça maintenant lors des sessions officielles où c'est toujours choquant de voir des pays africains qui vantent les mérites du développement économique de la Chine, puis qui ne veulent pas rien critiquer, puis même des pays musulmans qui n'osent pas critiquer ce qui est fait à d'autres musulmans. Et là, ça c'est en train de changer. Il y a certains pays musulmans qui commencent à critiquer la Chine. Monsieur André Laliberté, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et spécialiste des droits de la personne en Chine, développe également sur cet enjeu. Sortir la relation de dépendance que beaucoup de pays en voie de développement, des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ont à l'égard de la Chine. Et ça devrait nous préoccuper parce que ce que ça signifie, c'est que ces pays-là, peut-être, considèrent maintenant que la Chine est un partenaire plus fiable que les pays occidentaux. Ou pas nécessairement un partenaire plus fiable, mais un partenaire moins gênant. Vous voyez, quand vous avez des pays comme l'Iran
ou l'Arabie saoudite, qui n'hésitent pas à pratiquer la peine de mort de façon assez abusive, pour eux, ils n'auront pas de critique vis-à-vis de la Chine, évidemment, puisque la Chine est le plus grand coupable à ce niveau. Alors que les pays occidentaux, évidemment, vont critiquer l'application de la peine capitale. Donc, il y a comme un déséquilibre entre les pays qui soutiennent la Chine et les pays qui l'opposent. Et pour des raisons, on pourrait regarder chaque pays séparément et voir que souvent, c'est les mêmes vulnérabilités, si vous voulez, des pays qui ont signé la pétition approuvant la politique chinoise. Tant qu'on n'a pas dans les pays, si vous voulez, la majorité musulmane, le sentiment qu'ils préfèrent un partenariat avec des pays comme le Canada et les pays européens, tant qu'on n'est pas rendu là, ça va être difficile de faire front commun avec eux, si vous voulez, contre la Chine. Alors, pour eux, pour la plupart des pays à majorité islamique, pour l'instant, l'idée d'un front commun contre la Chine au nom de la défense de la religion, non, c'est pas clair pour eux. Il vaut tout de même la peine de mentionner une avancée. Du 14 septembre au 6 octobre 2020 s'est tenue la 45e session du Conseil des droits de l'homme et cette fois-ci, c'était 39 pays qui demandaient à la Chine, à travers une déclaration commune, de respecter les droits humains des Ouïghours au Xinjiang et s'inquiétant aussi de la situation à Hong Kong. Enfin, l'idée d'une coopération multilatérale est difficile à envisager actuellement due aux circonstances politiques des États-Unis. M. Guy Saint-Jacques et M. André Laliberté nous en font part. Il faut garder espoir qu'il va y avoir un changement d'administration à Washington parce que si Joe Biden était élu, la position des États-Unis envers la Chine va rester une position très ferme, mais il va vouloir rétablir les dialogues officiels et surtout, il va vouloir travailler avec les alliés. Et là, le seul pays qui peut vraiment faire bouger la Chine, c'est les États-Unis, mais là, surtout, si on est ensemble, les Chinois craignent beaucoup qu'il y ait un front commun. Ils ont peur de ça, puis ils vont essayer de trouver c'est qui est en train d'organiser ça pour punir ce pays-là. Mais si au moins on peut faire ça avec les Américains, je pense que ça serait moins difficile. On est vraiment dans une situation très compliquée, pour être poli. Tant que le président Trump dirige les États-Unis, ça va être très difficile d'avoir des alliances internationales. Vous savez, on parle souvent des pays qui ont la même visée, la même pensée démocratique. Les États-Unis ont en ce moment une démocratie dysfonctionnelle, un pays aussi qui abandonne ses alliés. Donc, c'est difficile d'imaginer une coalition avec les États-Unis en ce moment. Même si Mike Pompeo semble un petit peu plus raisonnable que Donald Trump, je dis bien un petit peu, c'est pas clair qu'il pourrait convaincre les pays européens et le Canada de joindre les États-Unis pour imposer des sanctions. Puis ça, vraiment, franchement, c'est problématique parce que on peut imaginer que si c'était Joe Biden qui imposait des sanctions contre la Chine, je pense qu'il n'aurait pas de difficulté à rallier à lui les pays européens et le Canada. Ça, j'ai pas de doute, en fait. En conclusion, le résultat de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 peut être déterminant pour l'avenir de la dénonciation de la situation des Ouïghours dans la province du Xinjiang en Chine.